Je vous le dis, très gentiment, on arrête. Alain Finkielkraut, quand il est apparu à Nuit debout, il a tué Nuit debout. Quand il est apparu devant les Gilets jaunes, il a tué les Gilets jaunes. Il a tué les Gilets jaunes. Il va faire peur aux gens. Oh, c'est dur. Allahu Akbar! Il a tué les Gilets jaunes. On arrête. Je vous le dis, très gentiment, mais je ne peux pas, je suis trop limité pour ça. Je suis trop bête, d'accord? Donc vous devez en tenir compte, mais on arrête. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. J'ai passé toute la journée assis sur les WC. On arrête. Non, non, non. Je crois qu'il est important que les gens sachent que Finkielkraut n'est pas un philosophe. Parce que je pense que quand il apparaît dans les médias, il a toujours l'estampille philosophique. Ouais. Il faut savoir que les philosophes dignes de ce nom, ceux qui vraiment pratiquent la philosophie, c'est-à-dire élaborent des concepts, ne pensent pas du tout que Finkielkraut soit un philosophe. C'est un essayiste. On pourrait dire la même chose pour Michel Onfray alors, non ? Oui, alors mon frère, je dirais que c'est un historien de la philo, mais au moins lui fait un peu de boulot. Finkielkraut, c'est un essayiste, c'est un leader d'opinion, voilà, mais qui a du talent et que je respecte en tant que tel. Je suis à peu près d'accord avec rien de ce qu'il dit, mais je trouve qu'il est tout à fait digne d'être invité dans le débat. D'ailleurs, il s'y invite suffisamment souvent. Enfin, mais je crois qu'il est important pour les gens de savoir que la philosophie est un domaine précis. Je veux dire qu'il demande énormément de travail et de rigueur théorique. Bon, je vous demande même pas votre avis sur Bernard-Henri Lévy, c'est pas la peine. J'aime bien ses chemises. Voilà. Non, non, non. Quand la France a les jambes écartées, je l'encule sans huile. Emmagasiné de récits, j'étais peut-être... C'est très intéressant ce que Mitterrand a dit, parce que dans une interview à la fin de sa vie, on lui a dit, oui, mais il voudrait que vous reconnaissiez que Vichy, c'était la France. Il a dit, Vichy, c'est pas la France. Et ça, il avait quand même resté, même si j'aime beaucoup, pas du tout Mitterrand. Il a toujours été constant là-dessus. Il restait ce degré, ce petit truc de dignité française, et il a dit, c'est pas la France. Et alors, on lui a dit, mais que feront vos successeurs? Il dit, ils feront ce qu'ils voudront. Et alors, mais la revendication continuera. Il dit, peut-être pendant 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sert qu'à entretenir la haine. Et là, il a tout à fait raison. Non, je donne un mouchoir. Non, non, laissez-le. Non, non. Moi, ce que je trouve douloureux, en fait, c'est que 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, certains Juifs réagissent comme ça. Et je trouve que c'est ce qu'a fait Mandela merveilleusement. C'est qu'après avoir été opprimé pendant des années et des années, il a su ouvrir une porte. Je suis désolée de pleurer, mais c'est vous qui devriez pleurer. Non, mais c'est pas grave de pleurer, ça arrive. Ben voilà, on n'a pas pleuré. J'ai jamais vu cette émission. Pardon ? J'avais déjà vu cette émission une fois, d'ailleurs, j'avais été très choqué. J'avais presque envie de venir en courant. C'était quand il y avait un philosophe parisien, type Claude Ridélila, qui s'appelait
voilà. Finkielkraut, oui, c'est ça, c'est un nom qui ressemble carrément à un cri. Finkielkraut, oui, absolument. Voilà, et qui expliquait en gros que les Palestiniens, ils étaient peut-être désespérés, mais qu'ils avaient le désespoir pas très poli, puisqu'ils allaient se faire sauter chez les gens. Ouais. Et j'ai trouvé ça totalement indécent. Il était tellement grossier et malvoyant qu'il a réussi à faire pleurer la délicieuse Juliette Binoche. Ouais, je me souviens. Ça m'a profondément choqué. Et j'avais presque envie, j'étais en Bretagne, de prendre la voiture et d'intervenir sur le plateau et dire voilà, parce que quand on en arrive à se faire sauter avec des cartouches de dynamite, c'est qu'on est franchement désespéré. Et voilà, il n'y a pas de politesse ou pas à avoir dans le désespoir. Donc il se passe des trucs dans cette émission. Donc cette émission a un intérêt. En Belgique, on a des villes qui se sont excusées, Liège, Anvers, etc., pour ce qu'elles avaient fait pendant la guerre. Mais les villes n'ont rien fait pendant la guerre. Les villes, c'est des abstractions. C'est l'administration communale de l'époque, dont tous les gens sont morts, dont les partis ont disparu, ont changé, etc. Et donc, c'est très facile aussi, pour moi, de dire « Oh, je suis vraiment désolé de ce que la ville de Bruxelles a fait. » Moi, c'est hypocrite, c'est rien du tout. C'est vraiment comme, je sais pas, c'est vraiment le remplacement du christianisme. On va payer, d'abord, on va aussi dire que les Juifs étaient un peu déicides. À l'époque où l'Église a commencé à céder là-dessus, bon, ils avaient raison d'abandonner cette absurdité. On a commencé à avoir la culpabilité collective pour l'Holocauste. Et alors, évidemment, on prier pour nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Des trucs. On se demande où il y a une temporalité historique là-dedans. Et tout ce genre d'absurdité qu'il y avait dans la religion a été transféré sur la culpabilité collective. Bon, mais je vais citer les articles, donc c'est Henri IV. C'est les interdits moraux, en fait. Hein. Oui, mais ça fait une pression, ça crée une pression, parce qu'alors, évidemment, c'est ça ce qui est légitime. S'il n'y avait pas tout ce schéma mental, quand BHL traite de choix d'antisémite, il y aurait des hurlements dans la salle. Si quelqu'un faisait une pièce et qui traitait Elisabeth Lévy ou Finkielkraut d'islamophobe, il y aurait des hurlements dans la salle, parce que c'est pas pareil. Mais antisémite, ça va si on accuse quelqu'un d'antisémite, les 3 principes que je donne, 1, quelle est la définition, 2, quelles sont les preuves, 3, où sont les droits de la défense, ne s'appliquent pas à aucun des 3. Parce que la définition n'existe pas. C'est ce député, Monsieur Ruffin, qui assume sa proximité avec l'antisémite Étienne Chouard. Face à ces populistes désignés, Bernard-Henri Lévy oppose une autre voix pro-européenne, incarnée par Emmanuel Macron. Alors oui, j'encule très profondément tout ce qui fait la France, la République, de la France. Le philosophe n'hésite pas à porter des coups, notamment contre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous trouvez ça normal ? Incitation à la haine. Parce que ça, c'est aussi. C'est de l'incitation à la haine. C'est de l'incitation à la haine de Chouard. Mais seulement, Chouard n'est pas une race, donc ça va. Et c'est la même chose avec toutes les autres citations que je vous ai données. Je veux dire, chaque fois, il y a ce truc extrêmement irritant. Il faut rappeler que Ciné, il faut pas, je vais terminer avec l'exemple de Ciné. Ciné a repris une information qui avait été donnée par un type de l'ICRA dans Libération, qui était fausse apparemment, mais comme quand le fils de Sarkozy allait épouser une héritière de Darty, et pour cela se convertir à la religion juive. Et il avait rajouté, il fera du chemin, ce petit. Et c'est tout ce qu'il a dit. Ouais. Il a repris l'article de Libé, il a dit, il fera du chemin dans la vie, ce petit. Chassé Charlie Hebdo, traîné au tribunal pendant des années, il a fini par gagner. Heureusement, les cours sont plus raisonnables que les associations antiracistes, ça c'est vrai. Mais n'empêche, ça lui a pourri la vie pendant tout un temps. Et évidemment, c'est très dissuasif, parce que moi, l'argent, j'ai pas les relations qu'il a, si le petit Jean Bricmont se fait traîner au tribunal, etc., il n'y aura pas de mobilisation comme il y a eu pour signer, etc. Et donc, je dois faire attention à ce que je dis, beaucoup plus. Les gens, attendez, c'est le droit des gens à aller le voir. Ce que je défends, c'est le droit des Français qui veulent le voir. Ce sont les gens qui ont choisi un type d'humour que d'autres ne choisissent pas. Si les gens trouvent drôle quand les fémènes vont insulter les catholiques dans leurs églises, si les gens trouvent drôle quand Charlie Hebdo insulte, méprise les musulmans semaine après semaine. Et je dis ça en étant athée. Ne relativisez pas tout. Et quand, je suis désolé, relativisez pas tout, quand on compare Dieudonné à Hitler, c'est banaliser Hitler. Quand on dit que Hitler et Dieudonné c'est pareil, comme on l'a dit récemment, eh ben, je considère que c'est banaliser Hitler. D'accord? Si vous confondez les paroles et les actions, quelles que soient les paroles, alors vous êtes mal parti. Mais quand il y a eu la sortie du livre, j'avais été invité à une émission de Tadi, aujourd'hui disparu, qui était Ce soir ou jamais. J'appelle ça, en tout cas, Ce soir et plus jamais.
Donc j'ai été là, il y avait un débat sur la liberté d'expression de Dieudonné. Ils ont fait venir Nab qui a tapé sur Dieudonné. Le panel était à peu près 7 personnes. Il y avait 8 personnes, on peut dire. Il y en avait un qui était un peu de mon côté, mais disons, on pourrait dire que c'était 6 contre 1, plus ou moins, ou 7 contre 1. Et alors, il y avait un truc très comique à la fin. J'étais tellement énervé que j'ai dit, méfiez-vous, parce que les gens répètent cette phrase de Voltaire. Je croyais qu'elle était de Voltaire, elle n'est pas de Voltaire, mais enfin, ça, il y a beaucoup de phrases attribuées à Voltaire qui ne sont pas de lui. Méfiez-vous, parce que les gens disent, Voltaire aurait dit, que si vous voulez savoir qui a le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. Et alors, Jean-François Kahn, qui était à côté de moi, m'a dit, cette phrase est antisémite. Mais qu'est-ce que c'est comme meilleure démonstration que de dire que c'est les Juifs qui ont le pouvoir? Parce que je lui ai dit, mais elle n'était pas antisémite à l'époque de Voltaire. Certainement pas. Voltaire était antisémite, mais certainement la phrase ne désignait sûrement pas les Juifs à cette époque-là. Sûrement pas. Et donc je lui ai dit, qui l'a rendue antisémite? Pourquoi elle est devenue antisémite? Et alors, c'est frappant après ça, je remarque, bon, maintenant je suis content d'être invité chez vous, mais je me rends compte que, alors qu'avant j'étais quand même raisonnablement invité, y compris chez Tali, l'émission Tali a disparu un peu après, il a été attaqué nominalement par plusieurs journalistes pour m'avoir invité alors que j'étais seul presque contre tous, et que je n'ai rien dit d'excessif. J'ai disparu depuis 5 ans de débats qui avaient lieu. D'ailleurs, on m'a dit ça à l'ULB, on m'a dit, oui, mais tu sais, on peut plus t'inviter. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais rien dit sur les Juifs, sur la culture juive, sur la religion juive. Je m'en fous. Je m'en fous de savoir qui est juif, qui n'est pas juif. Je ne sais même. Et j'ai écrit 10 livres avec des Juifs. 10 livres, dont Chomsky, mais pas seulement. Sokal, Finkielkraut, d'autres, Pierre Lévy, enfin j'en ai fait plusieurs, des préfaces, livres avec, je veux dire, des préfaces ou des postfaces, mais je veux dire, j'ai travaillé pendant des années, je travaillais avec quelqu'un qui était un survivant d'Auschwitz. Je veux dire, comme physicien, je veux dire, c'est absurde. Non, et puis c'est pas du tout, c'est pas du tout. Plus pour la liberté d'expression, la liberté d'expression est pro-juive, ils comprennent pas ça. Ça leur fait du tort d'interdire ces trucs-là, parce que ça met en avant une des conclusions du tribunal que j'aime bien, c'est qu'ils ont condamné les nazis pour avoir commis ce qu'ils appellent, et ça je le cite, le crime international suprême, qui est le crime d'agression, qui contient en lui tous les maux des autres crimes de guerre. Donc c'est le crime d'agression. Mais le crime d'agression, ils l'utilisent pas pour l'Irak, la Syrie, etc., pour tout. La Libye. La Libye, ou le Vietnam, évidemment. Et donc, ça c'est, moi je voudrais qu'on applique cette partie-là du tribunal de Nuremberg, plutôt que d'interdire la parole, parce qu'on n'interdit pas les crimes, on interdit la parole, ce qui est quand même pas, aussi criminel. On pourrait se poser la question de, je sais pas qui connaît Arthur Butz ou dans les auditeurs et qui connaît Carlo Mattogno. Maintenant vous le connaîtrez, mais Arthur Butz c'est un type qui a écrit avant Forisson un livre qui s'appelle Le mythe du XXe siècle, qui est un gros pavé complètement révisionniste ou négationniste. Que j'ai pas lu, mais je sais qu'il existe. Et c'était avant Forisson, c'est un ingénieur aux États-Unis. Personne ne connaît. Poursuivi, il y a personne qui sait qu'il existe. Chomsky donne toujours cet exemple. Et Mattogno, c'est un Italien. Bon là, il n'y a pas vraiment de loi anti-révisionniste. Et c'est un type qui a écrit des livres sur à peu près tous les camps, sur tous les aspects d'Auschwitz, etc., qui sont aussi négationnistes. Personne ne sait qu'il existe. Et donc Forisson, c'est devenu un nom mondialement connu, au moins dans certains milieux intellectuels. On l'a rendu connu. Oui, parce qu'on l'a poursuivi, parce qu'on a fait une agitation, on a fait comme si c'est toujours la République était en danger, alors que le type ne menace absolument personne. Et s'il fait du tort ou de la peine, ce que je peux comprendre, aux descendants des victimes, c'est uniquement à cause de la publicité qu'on lui a fait. Sinon, on ne saurait pas qui c'est. Et donc, l'absurdité dans cette histoire est totale. Vous avez fait une liste des hommes politiques, mais j'ai fait une liste des gens qui étaient plus ou moins des gens antitotalitaires, libertaires des années 60-80. Foucault, Derrida, Bourdieu, Lefort, Castoriadis, Deleuze, Guattari, Morin, André Gortz, François Furet, Glucksmann, Paul Thibault, Solers, Domnac, évidemment Bernard-Henri Lévy. Aucun de ces auteurs n'a fait la moindre protestation face à la loi Guesso, ni, plus important encore, n'a défendu Chomsky. Par exemple, vous avez toujours des gens qui sont accusés à tort parce qu'ils sont proches d'eux, ils ont dit une phrase ambiguë, etc., etc. Dès qu'on entre dans cette logique religieuse de l'interdit, on a presque inévitablement ce genre de pente glissante. Et Chomsky n'a jamais, il a dit, c'était la plus grande explosion de folie de l'histoire humaine, l'Holocauste, il n'a jamais dit un mot sur les thèses de Forisson. Mais il avait défendu la liberté d'expression, et c'est tout. C'est tout. Et en l'expliquant très très bien. Et aussi, alors une phrase, peut-être je vais terminer avec cette phrase-là, qui est une phrase remarquable de Chomsky. Il dit: c'est rendre un triste hommage aux victimes de l'Holocauste que d'adopter une doctrine centrale de leur bourreau, à savoir que c'est à l'État de déterminer la vérité historique et de punir ceux qui ne s'y conforment pas. On parlait de Voltaire, mais on peut aussi parler de Céline. On peut parler de quantité d'auteurs aujourd'hui
qui seraient bannis de la Pléiade pour leurs idées politiques, pour quels que soient leurs écrits, quelles que soient leurs idées d'ailleurs. Et on peut bannir, 70% de la littérature mondiale si on regarde à travers le prisme de ce qui est moral, pas moral, ce qui est vrai à une certaine époque et qui ne l'est pas aujourd'hui. On peut bannir toute l'histoire de la République française. Moi, j'ai relu, on en parlait tout à l'heure, les comptes rendus analytiques de l'Assemblée nationale sur la Troisième République. Et c'est effarant, quoi. On voit le type d'insultes et comment, justement, les gens, en fonction de leur religion, sont traités, quels sont les noms d'oiseaux. Et puis, Nathalie Loiseau. Pire que ça. Donc, où est le curseur? Est-ce qu'il y a des limites? Quelles sont-elles? Et qui décide des limites? Est-ce que c'est la loi? Et à mon avis, il ne faut pas que ce soit la loi. Est-ce que c'est réfractaire? Aujourd'hui, publier Lolita, ça serait délictueux. Et dans cette société qui est devenue puritaine, peut-être, pour certains, trop permissive pour d'autres, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de parler... La pédophilie. Je me fais volonté provocateur, mais de maturité sexuelle, est-ce que du coup on absout Polanski? Ou est-ce que Polanski a le droit de dire, etc. Vous voyez, on ouvre une boîte de Pandore. Polanski, il a fait plus que dire. Qui est infinie, parce qu'il y a la question de la responsabilité individuelle, bien sûr, évidemment, mais dans un cadre préétabli. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais Polanski, c'est pas la liberté d'expression. Le problème, c'est de nouveau les deux poids, deux mesures. Je me fais un peu l'avocat du diable. Non, mais ça va. Mais Polanski, c'est le meilleur exemple, parce que d'abord, Polanski n'a pas été poursuivi pour délit d'opinion, mais pour viol sur mineur. Bon. C'est autre chose que la liberté liberté d'expression. Il a été condamné aux États-Unis, qui est supposé être le paradis du libéralisme. Mais vous voyez pourquoi je dis ça? Oui, je sais, mais il s'est réfugié. Et alors, quand il a failli être extradé parce qu'il avait fait l'erreur d'aller en Suisse, il y a eu une levée de boucliers chez certains intellectuels français, dont Finkielkraut, dont BHL, etc. Finkielkraut disait que la Suisse le terrorisait, etc. Il était horrifié. Enfin, je veux dire, j'ai fait un article, je l'ai pas sous la main, mais où j'ai récolté tout ce qu'ils ont dit, d'accord? Quand il y a eu des accusations qui ne sont toujours pas prouvées, je ne veux pas me prononcer là-dessus, contre Tariq Ramadan d'abus, enfin de viol, etc. Bon, pour l'instant, si j'ai bien compris, l'affaire est encore en suspens. Enfin, elle n'est pas encore jugée, donc je ne veux pas me prononcer. J'ai fait que dans le cas de Polanski, elle a été jugée. Alors là, j'ai vu qu'on a reproché à Plenel ou à Alain Grèche d'avoir participé à des débats avec Tariq Ramadan. C'est quand même pas culpabilité, c'est la culpabilité par association, alors qu'il y a eu pas la moindre levée de bouclier pour défendre Tariq Ramadan, même les droits, la présomption d'innocence. Non, il était coupable et les gens qui avaient débattu avec lui l'avaient légitimé et donc étaient peut-être indirectement coupables du viol. C'était les deux poids deux mesures, de nouveau, c'est surréaliste. Moi, je suis très content qu'on dise pas sale PD, sale feuge, sale je sais pas quoi, évidemment. Mais je pense que c'est une question d'éducation liée justement à l'exercice de la liberté d'expression. Et que c'est totalement contre-productif de vouloir venir avec des lois qui sont toujours sélectives, comme je viens de donner encore l'exemple. Tu vois, c'est ça Non, mais il y a un truc extraordinaire, ça me faisait penser, c'était Mehdi Méclate, voilà, qui était du Bondi Blog, dont on a découvert qu'il se livrait à... Il avait des pulsions profondément antisémites. C'était Marcelin Duchamp, je crois, son nom de scène, si j'ose dire. Et donc, il a été découvert. Et il avait des faux comptes Twitter comme ça, où il déversait sa haine des Juifs, etc. Et il s'est fait, et toute la presse, alors il était dans Télérama, il était à France Inter, l'adorait, Pascal Clark l'a défendu, après je dirais, il était partout invité sur les plateaux, c'était le petit génie, le petit génie issu de la diversité, il cochait un peu toutes les cases, etc. On a découvert que ce type faisait ça, sous une autre identité, en faisant passer pour le bon bof français, en choisissant un nom et un prénom bien pourris, quoi, hein, je veux dire, qui sonne pas la France, mais Laurence, comme ils aiment dire. Et quand il s'est fait attraper, toute l'intelligentsia, non mais pas lui, ça collait pas, ils l'ont défendu, quoi. Et là, il y avait plus du tout d'antisémitisme. J'ai entendu Pascal Clark, ou même d'autres, des gens même du CSA, je vais pas les citer, qui ont dit, c'est pour qu'ils l'ont justifié, on dit, c'est pour qu'ils comprennent bien l'antisémitisme, il s'était glissé c'était un personnage qui jouait dans la peau de l'antisémite, et donc il avait le droit de tweeter, etc. Donc là, on est vraiment dans la négation du réel, le deux poids, deux mesures. Et donc ça, moi je trouve que c'est très préoccupant. La façon dont les journalistes sont désignés, restent en poste et finalement accaparent la parole, la façon dont tous ceux qui tiennent les micros aujourd'hui gardent ces micros et se les passent entre amis,
aggravent le cas, c'est-à-dire qu'en fait ils forment comme une caste séparée de la société et qui, comme vous le dites souvent, disent le bien et le mal en accablant un tel et en absolvant tel autre. À mon avis, ça donne des abus de pouvoir médiatique, et de bonnes institutions organiseraient une rotation des charges, une rotation des fonctions journalistiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans nos institutions, prévoir un article à propos des journalistes qui dirait, dans notre pays, celui qui est éditorialiste dans un journal ou sur une radio ne peut l'être que un mois d'affilée. Après ça, il faut qu'il laisse la main. Peut-être qu'il reviendra plus tard, mais c'est un mois à la fois. Et puis après ça, il faut que ça tourne. Et puis là, il est désigné au sort parmi les journalistes du média. Est-ce qu'on pourrait pas dire, les éditorialistes sont tirés au sort parmi les journalistes du média, y compris les petites mains, y compris les techniciens. C'est pas gentil pour Apathy, ça. Parce que... Ben justement, Apathy serait ramené à la condition régulièrement, ramené à la condition de technicien. On va pas l'envoyer au champ comme en Chine, mais on va l'envoyer à d'autres métiers, d'autres fonctions, parce que de fait, Apathy, c'est un voleur de parole. Non, mais je ne vais pas vous lancer sur Apathy. Oui, non, mais c'en est un. Enfin, Geoffrin, c'en est un autre. Pas d'attaque ad hominem, c'est pas le sujet. Non, mais c'est un exemple archétypal. Je le fais très bien moi-même. Oui, tout à fait. Parce que ce gars-là dit de moi, je sais plus, que je suis extrémiste, et puis moi, je suis vulgaire. Pas me défendre. Moi, je suis vulgaire. Voilà. Et donc, ce genre-là, comme tu dis, dit le bien, dit le mal, et il est pas légitime pour faire ça. Et donc, la façon dont il est maintenu en place, à mon avis, contre le bien commun, mérite d'être étudié. La vice-présidente de l'UNEF Lille, Afsa Ascal, qui tweet à 20h « Je m'en fiche de Notre-Dame car je m'en fiche de l'histoire de France ». Avant de poursuivre, on s'en balèque objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Message particulièrement choquant. Ça fait partie de l'américanisation de notre mode de vie et de notre culture, etc. Mais d'un autre côté, il y a le fait de l'immigration, et du fait d'une immigration qui s'intégrera peut-être un jour, mais qui n'est pas totalement intégrée aujourd'hui. Et la façon dont on tape dessus, on est intégrez-vous, à mon avis, c'est complètement contre-productif. Vous savez, Arletty, enfin, c'est une plaisanterie, mais Arletty, après la guerre, elle avait dit, comme on l'avait accusé de coucher avec des Allemands, elle a dit, si vous vouliez pas qu'on couche avec des Allemands, il fallait pas laisser rentrer. Et donc, moi, j'ai envie de dire que si vous vouliez pas qu'il y ait du communautarisme, il fallait pas avoir l'immigration. Une fois qu'on a eu cette immigration, on l'avait pas prévu. Moi, je le pensais pas à l'époque. Mais, c'est une des conséquences de l'immigration des années 60-70. C'est que, forcément, ces gens sont restés dans des groupes plus ou moins identitaires. Et bon, comment est-ce qu'on va gérer ça? J'en sais rien. Il faut pas l'encourager, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a une attitude républicaine et laïque républicaine qui est contre-productive parce qu'elle voulait essayer de comprendre le point de vue de ces gens, par exemple en particulier à cause du Moyen-Orient, des guerres au Moyen-Orient, des conflits au Moyen-Orient, etc. On jette de l'huile sur le feu avec tout ce que j'ai décrit comme censure unilatérale, qui va toujours dans le sens de censurer tout ce qui est antisémite, antisioniste. Enfin, mais sur la liberté d'expression, je veux quand même faire remarquer qu'ils sont quand même arrivés à criminaliser, pas totalement, mais par exemple à dire que aucune entreprise qui boycotterait Israël ne pourrait avoir un contrat avec l'État, que des employés de l'État qui feraient de la publicité pour BDS, comme on appelle ça, boycott des investissements sanctions vis-à-vis d'Israël, seraient sanctionnés, etc. Ce qui n'arrivera jamais s'ils prônent les sanctions, ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi, de la Russie, la Chine, etc. Ou l'Iran, d'autres pays, non, aucun autre pays. Là, il y a des sanctions qui sont décidées au niveau le plus élevé de l'État. Mais s'il y a un zigoto quelconque dans un État, Minnesota, dit voilà, il faudrait boycotter Israël, il peut avoir des sanctions, sauf si c'est vraiment quelqu'un de totalement indépendant, un petit commerçant qui est indépendant. Alors là, c'est couvert par le premier amendement, mais ils vont très très loin contre l'esprit du premier amendement dans ce cas-là. Et évidemment, il y a l'histoire d'Assange qui ne relève pas réellement du premier amendement, mais qui pourrait être interprété comme en relevant. Donc, il faut pas idéaliser trop les États-Unis parce que la même pression que s'exerce ici contre l'antisémitisme, l'antisionisme. Je veux dire, les pressions, par exemple, contre Ilhan Omar, qui a dit un truc complètement évident, donc cette nouvelle congressiste au Congrès des États-Unis qui a été élue lors des dernières élections aux midterms, là, en 2018, elle a dit, elle a dit en gros que le Congrès était acheté par le lobby pro-israélien, ce que plus ou moins tout le monde sait, les PAC, mais pas seulement les PAC, il y a toutes sortes d'autres organisations. Et donc, il y a eu une tempête qui s'est déchaînée contre elle de la part de gens qui savent très bien que c'est vrai. Et donc, il y a liberté d'expression si on veut, mais là, il y a
pas d'égalité des débats à un point... Non, mais j'aime être strict sur la liberté d'expression. On l'a pas mise en prison, donc bon, elle a pas perdu son emploi, ok. Mais il fallait quand même un certain courage pour dire ce qu'elle a dit, parce qu'il y a une tempête de haine à son égard, de la part de son parti. Le parti ne l'a pas défendu du tout. Mais alors, ce qui est hallucinant, c'est pour en revenir à Assange qui est même pas citoyen américain, qui est citoyen australien. Les Américains viennent le chercher en Grande-Bretagne pour le mettre en prison. Ouais. Enfin, alors là, la liberté d'expression, elle est quand même assez hallucinante. C'est plus qu'une question de liberté d'expression. Ça, c'est vraiment le droit, c'est la souveraineté. Il y a toutes sortes d'autres problèmes, la souveraineté nationale, le droit international, etc. Tyrannie impériale, vraiment. Oui, c'est vraiment, oui. Je lui conseille vivement de ne pas entrer dans une pâtisserie et de ne pas commander des petits fours. On ne sait jamais. Je me rappelle, il y avait un jour un biologiste qui dit, le jour où Le Pen dit qu'il y a des différences entre les races, hop, on fait venir des biologistes et on dit, voilà, montrez-nous que c'est faux. Bon. Mais quand les biologistes disent non, mais il y a quand même de l'inné, il y a quand même des différences innées entre les individus, où il y a de l'inné, il y a de l'inné. On dit non, laissez les sciences humaines s'occuper de ça, non. C'est contradictoire. Donc le libre penseur, c'est celui qui ose contester ce que tout le monde croit. Voilà. Il faudrait le protéger contre les muselières, ça dépend, lui assurer des tribunes. Socrate, tout ce que tu as mis. C'est 2500 ans d'histoire. Ouais. Les gaz lacrymogènes n'étaient pas du cyclone B. Toi, tu fermes ta gueule, merci. Mais oui, c'est clair. On arrête. Je vous le dis très gentiment, mais je ne peux pas. Je suis trop limité pour ça. Je suis trop bête, d'accord. Donc vous devez en tenir compte. Mais Bonsoir. En fait, c'est pour émettre un doute et poser une question. Alors mon doute, il vient juste parce que je suis beaucoup sur le terrain et que la dernière fois sur Paris et Marseille, c'était assez impressionnant de voir les black box qu'on essayait d'arrêter et qui nous tapaient dessus. Et puis de voir dans les rues d'à côté des flics sortir, je l'invente pas quoi, se foutre en noir et venir rejoindre ces gens-là qu'on comprenait même pas parce que j'ai fait manif depuis le début, à part les 15, donc les 2 premières où il y a eu cet éveil un peu de colère, c'est super pacifique. Donc d'une part voyant ça, voyant les provocations odieuses du gouvernement qui se permet tout et n'importe qui provoque sur le terrain, dans les médias, etc. Moi j'ai un doute quant à l'effondrement du système. C'est vrai que je rejoins un peu mon camarade là, où cette classe se sent sûre d'elle-même, et elle est quand même assez sûre, et par le passé on a vu des écrasements similaires. J'ai l'impression en plus que derrière eux, en 2008, il y a eu la crise des subprimes, personne ne s'est soulevé. La Grèce, ça en reste là. L'Italie, les mouvements des 5 étoiles, j'y ai cru, puisque j'y étais, parce que je voyage à côté d'un. Paf, ça s'est retrouvé super institutionnalisé, pareil l'Espagne, etc., etc. Donc voilà, je commence aussi à comprendre sur le terrain, les gaz sont de plus en plus violents. Plein de choses comme ça qui me font bien comprendre que s'ils doivent en passer, comme par le passé, à une répression violente à laquelle ils nous habituent, avec les attentats, on a des flics dans la rue, on a ceci, on a cela, etc., ils le feront. Et cette confrontation violente, aujourd'hui en tout cas, ils gagnent. Parce qu'on a beau gilets jaunes, on l'est, on manque de masse. On manque de masse. C'est même pas les armes, on aurait les armes, on se ferait écrabouiller. Et j'ai l'impression que cet effondrement, moi je ne le vois pas. En revanche, je suis complètement d'accord quand vous parlez de l'impasse institutionnelle. Et on le vit. On le vit quand on essaie de défendre avec les avocats, machin. Ils nous trouvent des trucs, mais ça a l'air infini, quoi. Et là, vous avez complètement raison. Mais sur le terrain, on n'est pas assez nombreux, même si on est nombreux, pour opposer une vraie force. Et du coup, l'effondrement, quand je vois l'armée, la police, c'est pas rien, ils sont prêts à l'utiliser. Ils l'utilisent, on est mort. Donc, j'insisterai, et on en parle tout le temps en AG, et on n'arrive pas à le faire encore, sur ce qu'on appelle, entre nous, la convergence des luttes. Alors, je ne sais pas comment elle peut se produire. Je vois bien que c'est la seule solution, et que le passage à la violence, aujourd'hui, je ne suis pas contre la violence en soi, on est perdant. En tout cas, la violence directe, on est perdant. On n'a pas les armes, il n'y a pas la convergence, il nous manque tout pour le moment. En revanche,
Si on a le nombre, et si vous avez des solutions pour l'avoir, ce serait génial. Et ma question, c'est que pensez-vous du Frexit ? La sortie de la France de l'Europe, par exemple, est un sujet qui reste totalement tabou. On voit bien la façon dont est traité quelqu'un comme Asselineau dans les débats, ou auxquels on veut bien l'inviter. Moi, pendant très longtemps, je crois que la seule émission de télévision qu'a faite François Asselineau, c'était dans Ce soir ou jamais, où il était tout seul, d'ailleurs, évidemment, à défendre l'idée d'un Frexit. Aujourd'hui encore, il est toujours tout seul, d'ailleurs. Sur la question du Frexit, encore une fois, moi je pense que c'est des questions qui devront se poser une fois que la réforme institutionnelle aura eu lieu, cette révolution dont je parle. Aujourd'hui, on voit bien avec le pseudo-débat sur les européennes, la question n'est pas posée. Or, c'est une question qui a été posée, en tout cas en germe, en 2005, et on a bien vu, d'ailleurs, c'est un des instruments principaux de la montée de Macron, celui qui a imposé le mini-traité européen après le refus de la Constitution. Le ministre des Affaires européennes de l'époque, le secrétaire d'État aux Affaires européennes de l'époque, c'est un certain Jean-Pierre Jouyet, qui est nommé par Sarkozy au gouvernement, alors qu'il était hollandiste, le plus proche ami de Hollande, avant de devenir d'ailleurs secrétaire général de l'Élysée sous Hollande, et être celui qui fait nommer Macron ministre de l'économie. Donc en fait, cette personne-là qui est habituée à s'asseoir sur le peuple, est celle d'ailleurs qui a fait qu'il s'est assis sur le choix, notre refus de cette Europe-là. Cet étouffoir qui s'est créé autour de la question européenne, de toute façon, il ne peut pas être résolu dans le débat existant. Il n'y a pas de force politique qui porte sérieusement ou de façon suffisamment importante une opinion qui est celui du Frexit, qui est quand même partagée sur le sondage entre 30 et 40% des Français, et aller savoir si, dans un cadre qui, pendant 2-3 mois, on discuterait de la question, si cette opinion ne deviendrait pas majoritaire. On n'en sait rien. Et du coup, ça force des forces comme la France Insoumise à faire des compromis délirants, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se prononcer clairement, parce qu'en fait, il n'y a pas l'espace médiatique qui permette un débat serein sur ces questions, et ils se retrouvent à choisir quelqu'un de plutôt europhile en tête de liste, tout en portant un discours très radical anti-traité de la part... Enfin, vous voyez, à faire un écart comme ça qui fait qu'on est perdu, et du fait qu'il y a une baisse dans les intentions de vote, parce que on sent bien qu'il n'y a pas une sincérité extraordinaire, il y a juste une tentative de compromis, en fait, qui ne tient pas. Et encore une fois, je parle beaucoup de la France Insoumise, mais parce que c'est les personnes dont je me sens le plus proche. Je sais que c'est un amour un peu vache, mais c'est vraiment parce que j'ai vraiment besoin, je pense qu'on a vraiment besoin d'eux aujourd'hui pour provoquer la bascule, en fait, à laquelle on appelle. Et je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment qu'ils prennent conscience que leur poids dans ce système a vocation à se réduire au fur et à mesure, et que tout est mis en œuvre pour amener à cette réduction, qu'il y a eu une faille dans le système en 2017 où on a failli l'obtenir. C'est pas intervenu et ça interviendra pas. Et c'est sûr que si on sort de l'Union européenne en étant 51% pour sortir de l'Union européenne, ça va provoquer un schisme dans notre pays qui est complètement innécessaire, quoi. Il faudrait que ça devienne quelque chose de relativement consensuel pour qu'on se retrouve pas dans une situation comme le Brexit, où en fait le pays est prêt à rentrer quasiment en guerre civile symbolique, parce qu'en fait il n'y a pas de vraie majorité ni d'un côté ni de l'autre sur le sujet. Voilà. Donc en fait sur ces questions, vraiment, je pense qu'en l'état, ça sert à rien d'en discuter, ça sert à rien d'en discuter, ça sert à rien d'en discuter, ça sert à rien d'en discuter. C'est vraiment n'importe quoi, je trouve, c'est mon avis. Car déjà, il dit qu'il n'y a pas de débat aux européennes. Il omet totalement l'UPR. Il ne prononce jamais son nom. Il ne l'a jamais prononcé. Ni le nom de François Asselineau, qui est quand même un digne représentant du Frexit, reconnu par de nombreux gilets jaunes. Et lui se dit représentant les gilets jaunes, et comme représentant des gilets jaunes, il nous parle de quoi? Après nous avoir parlé indirectement des syndicats pour le 1er mai, avoir oublié les Black Blocs, là il vient sur la France Insoumise, avec lesquels il se sent proche, des gens qui donnent leur opinion politique en fonction des sondages. C'est exactement le système qu'on ne veut plus. On veut un système avec des gens qui défendent des idées. Il nous parle du Brexit. Il oublie, bien sûr, de dire que si le Brexit, ça déconne, c'est parce qu'on a donné le vote du Brexit dans les mains de Theresa May, qui était pour le Remain. Donc, vous donnez à quelqu'un qui est contre le fait de traiter pour la chose. Il y a forcément un problème. Et forcément, ça crée des crispations. Et forcément, ça met l'Angleterre dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Ensuite, il dit quoi? Ça sert à rien, de toute façon, même si on a 51%, voilà, c'est pas la majorité. Mais
C'est assez terrible comme raisonnement. C'est exactement le raisonnement qui a été utilisé par Sarkozy et les traîtres de l'époque pour nous imposer le traité de Lisbonne. C'est ça la démocratie selon Juan Branco? Non, là je suis désolé Juan, je t'aimais beaucoup. Vraiment, j'aimais beaucoup. Je trouvais que t'avais l'air sincère, t'avais l'air motivé. Mais là, on peut dire que tu utilises les gilets jaunes pour nous servir de la France insoumise, que les gens ne veulent plus. Les gilets jaunes, ils en ont marre, tous ces politiques. Ça fait combien de temps que Mélenchon il est au Parlement européen, il a été 20 ans sénateur, nanana, machin. Ils nous racontent toujours les mêmes trucs, ils vont d'un coup, ils vont à gauche, à quoi à droite. Il y a 2 mois, tu traitais tu t'étais pas content avec Ruffin, maintenant tu nous sors Ruffin qui est un vulgaire Patrick Sébastien de gauche. Il fait quoi Ruffin? À part se balader avec sa camionnette sur les ronds-points, faire des films, pour en faire des entrées, avoir des Césars. C'est ça ton nouveau monde, Juan Branco? Moi, je dis, t'es très bizarre, mec. Là, franchement, t'es très bizarre. Je t'ai beaucoup aimé, mais là, je te suis plus. Voilà. Je trouve ça vraiment de bas niveau. De bas niveau, y a rien à dire. Il esquive la question, il oublie les Black Blocs, il dit n'importe quoi sur le Brexit. Bref, c'est une soupe. Il critique la soupe insoumise, mais il nous fait une soupe Juan Branco. Donc Juan Branco, ça me désole de dire ça parce que je t'aimais beaucoup, mais il va peut-être falloir que tu rejoignes Manu Valls. Je sais pas, va en Espagne. Parce que, ou alors, sinon, prochaine manif, tu te mets en tête, hein, avec une batte de baseball, ou je sais ce que tu veux. Puisque tu as dit dans une vidéo précédente, que j'ai mis en ligne d'ailleurs, parce que voilà, que ta sœur était Black Bloc. Hein, donc tu connais très bien les Black Blocs. Donc je ne sais pas pourquoi tu esquives la question là. Donc je sais pas, va avec ta sœur avec une batte de baseball devant, hein, et prends-toi les coups dans la gueule, fais-toi mutiler toi, et arrête d'utiliser les autres pour ta propre carrière en fait, parce qu'on a très bien compris en fait ce que tu voulais. C'était une 6ème République, c'est faire tomber le président, et après toi te présenter en héros et devenir peut-être, je sais pas, le nouveau président, ça doit être ça en fait, ton rêve en fait. C'est ça en fait que tu défends, j'ai bien l'impression malheureusement. C'est crépusculaire, comme tu dirais. Vous avez pas trouvé ça trop méchant, parce que moi je l'aime bien, Juan Branco à la base, donc ça me désole de devoir dire tout ça. Mais il faut de l'objectivité si on veut avancer, parce que sinon on va continuer à se faire enfumer et réenfumer. Voilà, bonne soirée les amis, et à bientôt. Ciao. Alors je vais... Juan, d'abord, la première chose que j'ai apprise en tant que gilet jaune, c'est que nous sommes tous avec des opinions politiques, philosophiques, religieuses, d'expérience, d'extraction sociale, de vécus différents, et on travaille ensemble et on se respecte. Parce que la raison pour laquelle je me permets de vous dire cela, Juan, c'est parce que je suis extrêmement déçue que vous divisiez ce soir les gilets jaunes. Mais je me demande en quoi les gens ont le droit de juger une opinion à partir du moment où je n'insulte pas Juan Branco. Voilà, j'estime que ce qu'il dit est faux. Voilà, j'estime que ce qu'il dit est faux et je l'affirme haut et fort, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, Juan Branco, voilà, il est ce qu'il est. Il se pose en nouveau leader des Gilets jaunes. C'est clair, net et précis. Hein, je veux dire, c'était comment il s'appelle, Maxime Nicole qui était un petit peu en avant. Maintenant, c'est son avocat à Maxime Nicole, donc Juan Branco, qui prend sa place. Un petit peu comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ce jeune homme, il est jeune, il a 29 ans. Donc voilà, j'ai des questions. Je me pose des questions sur Juan Branco. Je me pose des questions sur la raison pour laquelle il n'est jamais censuré. Parce qu'il envoie du lourd quand même. Je me pose des questions sur le fait d'avoir croisé Attali dans son parcours. J'ai quand même l'impression qu'Attali nous refait le coup de Macron, parce que je vois réagir les gens à une sorte de culte du chef. Ce gars-là sort de nulle part, parce qu'il n'était pas porte-parole des Gilets jaunes au départ. Il arrive comme ça, il est accueilli sur tous les médias mainstream, pratiquement. Hein. On le voit partout, même chez Hanouna, hein, on le voit partout.
Voilà, exactement comme comment elle s'appelait cette dame, Jacqueline Moureau au début. Hein, elle débarque de nulle part et elle est accueillie sur tous les plateaux. Alors que tous les autres, les youtubeurs, les gens etc., eux, on ne les contacte jamais parce qu'ils ont des questions un peu gênantes. Lui, il a table ouverte partout. Voilà. Lui, il sort de l'école normale supérieure, celle que Macron a ratée 2 ou 3 fois, me semble-t-il. Donc du même milieu. Quand même. Il a croisé Attali, qui a voulu lui mettre la main dessus en essayant de diriger son journal, enfin en tout cas de le parrainer, etc. Voilà. Donc on a exactement, il a 29 ans. Et on a une masse de gens qui subitement ne voulaient pas de leader en tant que gilet jaune, le considèrent comme la 7e merveille du monde. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec Macron. Moi, je ne fais juste qu'une chose, je vous préviens. Informez-vous avant de donner votre confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient du même milieu qu'Emmanuel Macron, qui a croisé les mêmes personnes qui ont voulu le parrainer et qui n'a que 29 ans. Voilà. Comment voulez-vous mettre votre avenir entre les mains d'un jeune homme de 29 ans? Vous l'avez déjà fait pour Macron, vous voyez le résultat. Voilà. On voit légèrement BFM qui est en train de tourner sa veste sur un certain nombre de sujets vis-à-vis des Gilets jaunes, et on voit arriver Juan Branco comme ça, un peu comme un sauveur, voilà. Et je vois les gens se faire avoir une nouvelle fois par ce système, pas forcément par Juan Branco, par la façon dont il est amené par les médias, par la façon dont il est amené par les gens. Vous ne vouliez pas du culte du chef, vous recommencez. Voilà, vous recommencez parce que vous avez peur. Vous avez peur, en fait, en réalité, de reprendre vous-même entre vos mains votre destin. Vous vous êtes battus, les Gilets jaunes, vous vous êtes battus pour récupérer la démocratie et vous laissez au dernier moment quelqu'un qui vient du même milieu que Emmanuel Macron, finalement, vous prendre le leadership. Alors que vous vouliez un leadership, on va dire, global, etc. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Voilà. Ce n'est pas Juan Branco en lui-même, c'est le système qui le met là où il est, tout de même. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà. Depuis quand un avocat prend la place du porte-parole des Gilets jaunes? Son avocat est là pour le servir, Maxime Nicole, et non pas l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir. Voilà. Et il parle du 1er mai. J'ai l'impression qu'il veut prendre la tête des Gilets jaunes. Peut-être que je me trompe. Voilà, vous me direz. Il a que 29 ans. Hein, et il vient du même milieu. Voilà. Et il a croisé Attali. Et il a fait Normal Sup. C'est pas quelqu'un qui vient du peuple. Enfin, pourquoi faire autant de batailles comme ça, se faire éborgner, se faire etc. pour remettre la même personne au même endroit? Enfin, réfléchissez un petit peu. Voilà, je vous demande simplement de réfléchir. Quand il demande l'avis des gens, que les gens prennent la peine de lui répondre en masse, et au final, il se fiche complètement du résultat, et qu'il va chez Hanouna, donc contre l'avis des abonnés auxquels il avait demandé leur avis quand même, je me pose des questions sur comment il va traiter un RIC à ce moment-là. Comment, ça me rappelle, comme le traité constitutionnel sur lequel ils se sont assis, on a dit non. On est passé par-dessus. C'est pas une exagération, c'est une comparaison. Le Brexit, pareil. Les Anglais disent on veut sortir. Le Parlement, il passe par-dessus en disant non, l'Union européenne, non, vous sortez pas, en gros. Mais c'est exactement le même état d'esprit. Quand on croit vraiment au RIC, on ne fait pas ça. Hein, même si c'est un sondage. Voilà, on ne passe pas par-dessus les gens du peuple qui vous soutiennent. On peut remettre la palme d'or. J'ai nommé Juan Branco. Non, là, je suis désolé, Juan. Je t'aimais beaucoup. Vraiment, vraiment, j'aimais beaucoup. Je trouvais que t'avais l'air sincère, t'avais l'air motivé. Mais là... Va te faire enculer! What you know? Ça donnera des couleurs! Ça sert à rien d'en discuter. Tu vas te taire. Hein. La grande injure, c'est un art. Et pour ça, t'es trop bête. Note bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau cas de vérole tertiaire du département. Quant à ton père qui t'a même pas reconnu, je me suis laissé dire qu'il avait fini à Cayenne. Ça te fait un drôle de pédigré, hein. Prends ça. Coups et blessures, c'est trop cher pour moi. Mais une bonne trempe à un ivrogne, c'est pour rien. Et maintenant, arrêtez votre numéro de férocité, hein. J'ai mis le drapeau quelques jours avant la finale de foot, parce que bon, mon mari n'est pas très foot, moi non plus, mais enfin on avait des amis qui travaillaient en tant que bénévoles à l'Euro 2016 à Nice. Donc pour participer un peu à leur action, on a mis le drapeau à ce moment-là. Et puis il y a eu le 14 juillet, donc là c'était surtout pour noter la fête nationale.
Et puis après, avec les attentats, on a dit, bon, on fait comme à Paris, on laisse le drapeau en mémoire des victimes. Ici, si vous voulez, j'ai une personne de l'immeuble qui m'a téléphoné, enfin qui avait déjà fait la remarque plusieurs fois à mon mari, et puis qui m'a téléphoné, enfin assez violemment au téléphone, pour me dire que c'était franchouillard, qu'il fallait que je l'enlève, que ça se faisait pas, qu'ils en avaient assez déjà de la vue de celui qu'ils avaient à côté. Et bon, j'ai dit, écoutez, non, je l'enlèverai pas. Et donc, c'est par la voie du syndic qu'on a reçu la lettre. Madame, Monsieur, suite à notre dernière visite d'immeuble, nous avons pu constater l'installation de votre drapeau français dans votre jardin. Nous tenions à vous remercier de votre patriotisme, mais sachant que les activités sportives estivales sont terminées, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir déposer afin d'éviter tout débordement. Comptant sur votre collaboration et votre compréhension. Quelle était votre première réaction quand vous l'avez lu? Enfin, je me suis beaucoup amusée. Et puis après, non, j'ai dit quand même assimiler des activités sportives aux attentats, 86 morts. Là, je trouve que l'amalgame est un peu scandaleux. Ce qui change le monde, c'est pas l'establishment, c'est les contestataires. Tous les contestataires ne changent pas le monde, mais à chaque fois que le monde a changé, c'était sous la pression réfractaire. Please enjoy it. Now I know love is a hurting thing, 'cause without the one you love, pain is what it brings. Your world, it is so sad, and it's the loneliest time in your life you've ever had. You just got to be in love to be hurt like me, alright. You just got to be in love to feel what I feel, oh yeah.
And in the mornings when I awake, I don't see a smiling face and the coffee that you made. All I see is an empty room filled with memories, filled with blue. You just got to be in love to be hurt like me. Oh, yeah. You just got to be in love to feel what I feel. Oh, yeah. Now I know love is a hurting thing, 'cause without the one you love, pain is what it brings. Your world, it is so sad, and it's the loneliest time in your life you've ever had. You just got to be in love. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? On a des enfants, on travaille pas. Eh ben c'est bien. Je vous jure, monsieur, nous on travaille pas, monsieur, on travaille pas. On a des enfants, j'ai un bébé de 6 mois. Super. Il faut que je sorte pour travailler, je ramène les enfants. Eh ben heureusement les gilets jaunes sont là. Grâce à vous, on est bien. Merci monsieur. If you're making money for the fam, say yeah. If you hold it down for the gang, say yeah. If you're feeling fresh as a mother, say yeah. If you're feeling fresh as a mother, say yeah. Macron démission. Ouais, François Asselineau, regarde ce qu'on fait. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Attends, moi aussi je cherche un paillasson. Allez-y. On arrête. Je vous le dis très gentiment, mais je ne peux pas, je suis trop limité pour ça. Ce qui n'est pas notre cas, à nous les Français, et on en est loin même. Non, justement, c'est parce que je trouve le contexte très riche parce qu'il y a des juifs séfarades et ashkénazes, il y a tellement de... Ah oui, mais ça c'est très très riche, alors là je suis d'accord avec vous. Les juifs sont très très riches en tout d'ailleurs, en humour, en tout, ça c'est vrai. Oui. Vous savez qu'il y a 4 preuves que Jésus-Christ était juif. Il y a 4 preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère. Il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans, ça faut être juif. Elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu, ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc, I'm the big boss, I'm the big boss.